demandé que le mot d'ordre soit donné par les G7 qui ont basculé, notamment le MSR. Bon, Kamitot a été exclu, par exemple, ils sont partis, donc le mot d'ordre pouvait être un peu plus difficile. Pourquoi la majorité a gardé la majorité à l'Assemblée? Mais justement, cela doit interpeller même l'opposition aujourd'hui. Je vais repartir sur base de la pétition qui a été signée pour faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale, tous les bureaux de l'Assemblée nationale. Oui. Selon l'article 26 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, cette pétition devait réunir 50 signatures et après, la prochaine étape doit, donc, c'est-à-dire le problème doit être soumis au vote, le vote à bulletin discret, secret. Oui. Donc voilà. Alors, à notre grande surprise, on voit la pétition être annulée. Pourquoi? Parce que l'un des signataires est allé renier sa signature. L'un des signataires est allé renier sa signature. Alors, ça créait ce qu'on appelle en droit usage de faux, faux et usage de faux. Et justement, on a voté et après, c'est reparti. Bon, bref, aujourd'hui, l'opposition doit comprendre que elle doit s'organiser suffisamment. De quelle manière? L'opposition, quand je parle de l'opposition, je parle de G7, je parle de l'UDPS, je parle de tous ces partis politiques. La majorité, peu importe les événements qui sont arrivés, tout le départ des gens, la majorité quand même garde cette force dans les actions parce que seuls les discours ne suffisent pas. Les discours, la majorité, il y a eu des fissures au sein de la majorité est divisée, etc. Mais sur le terrain, lorsqu'il s'agit de mener des actions, on voit. Et c'est quelque chose de très grave. Et par rapport à l'élection de M. Luongi, je pense, le premier vice, le premier vice-président et tout, je pense que la procédure a été respectée. Oui, il est de la majorité. Mais la majorité aussi doit comprendre l'autorité morale. Est-ce qu'aujourd'hui, il maintient sa majorité sur base de confiance où il y a la corruption qui passe? Est-ce que les enveloppes ont fonctionné? Parce que selon les sources sûres, il y a eu des enveloppes de 4 000 $ qui ont circulé. Justement, est-ce que cette majorité-là est maintenue sur base justement des convictions, de loyauté, vérité et fidélité? C'est ce que le président de la République a dit à Kingakati. Ou c'est sur base jusqu'où? Parce qu'on a connu des mots d'ordre qui ont été donnés lors de l'élection chez M. Mbadou au Bas-Congo, justement. Et les mots d'ordre étaient donnés pour essayer de réélire M. Deonkoussou. Mais c'était ça n'a pas fonctionné à l'époque. Dans l'eau. Y compris en province orientale. Et c'était au Sénat. La même chose au Sénat, c'était arrivé où monsieur Cheo Kitundu devait passer. On a vu. Et aujourd'hui. Mais à l'époque de Keng, on avait parlé des enveloppes aussi, Des enveloppes, peu importe. Le soubassement aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, le soubassement, même le fondement, est-ce que cela reste vraiment la conviction ou l'attachement qu'on a envers son autorité morale par rapport aux idéaux, ou c'est l'intérêt, c'est-à-dire les enveloppes? Parce que jusque-là, où est-ce qu'on va atterrir si on continue avec les corruptions et tout? Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, vous allez m'excuser, c'est le socle de la corruption aujourd'hui. L'Assemblée nationale... Attention, c'est... non, retirez. S'il vous plaît. C'est l'église au milieu du village. J'assume mes propos, contrairement à ce que le président de l'Assemblée nationale avait promis, que ce sera un temple de la démocratie et tout. On ne voit pas cette démocratie. Mais il y a le vote quand même, il y a les votes. Les votes, ça se passe comment? Aujourd'hui, la population ne fait même plus confiance à cette Assemblée nationale finalement. Ou qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui que les gens pensent et puis voilà. Quand même, Harold Badiban, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On a expliqué qu'il y aura tsunami, etc. Les G7 partant, on a vu des lettres, MSR, on bascule dans l'opposition, etc. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné aujourd'hui que les mots d'ordre soient donnés et que eux-mêmes soient candidats pour peut-être intégrer le bureau et puis changer un peu la donne? Et apparemment, c'est un peu le conservatisme qui s'est installé encore au niveau du bureau. Jean-Marie Kassamba, en la matière, il y a une jurisprudence incontournable. Laquelle? Lorsque le président Vital Kamerhe quitte le perchoir de l'Assemblée nationale dans les conditions que nous connaissons, cela a coïncidé, si je ne m'abuse pas, avec un courant réformateur au sein de l'Assemblée nationale à l'époque, piloté par l'actuel ministre de l'économie, oui, Bahati Lukwebo, oui, absolument. Et cela coïncidait
avec l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale qui a amené Évariste Bochab à la tête du perchoir, et que l'actuel ministre de l'économie était seul à se présenter au corps défendant de la majorité. C'était Kester, oui, à l'époque. Et qu'est-ce qu'il y a eu dans la salle, comme aujourd'hui, j'étais aussi dans la salle à l'époque, et même avant, les gens ont dit le fait que Kamerhe soit parti, qu'il ait rejoint l'opposition, et le fait de la présence du courant réformateur de Bahati au sein de la majorité parlementaire va inévitablement bousculer les choses. Et la majorité deviendra minorité. Mais je me rappelle que Bochab a remporté cette élection-là avec son ticket gagnant haut la main. Et le ministre Bahati à l'époque a échoué. Oui. Malgré le fait que Kamerhe était là, malgré le fait que le courant dit réformateur était là. Aujourd'hui, c'est l'histoire qui est revenue avec le ticket gagnant, Luonge, le nouveau rapporteur de l'Assemblée nationale, par rapport à quoi? Par rapport à l'existence du G7 et par rapport au fait que Thomas Lokondo, que j'appelle affectueusement HTL, Henri Thomas Lokondo, a pensé que le G7 et même lui-même en tant qu'un indépendant qui a fait une sorte de fronde par rapport à la majorité, ça lui profiterait. Et il a tellement été prudent, comme je le reconnais, qu'il a pris comme témoin Basile Elongo, un député national de l'opposition. Oui. Et avant cette élection, c'était sûr qu'il allait chambarder les choses, mais le ticket gagnant, comme il a été présenté par la majorité présidentielle, l'a emporté. C'est quoi la leçon? Oui. C'est quoi la leçon à tirer? Oui. La leçon à tirer, c'est que c'est pas parce que un groupe de partis politiques a quitté la majorité présidentielle que la majorité présidentielle cesse de demeurer majorité présidentielle. Preuve, lorsqu'on parle du fait qu'à telle époque, ça n'a pas marché avec Mbadou, ça n'a pas marché avec Kengo. Mais si on aligne le nombre de victoires et le nombre d'échecs, on balance, on comprendra que dans une démarche politique, il peut toujours y avoir de ratés, mais il y a eu moins de ratés que de victoires. Donc la dynamique reste. La dynamique reste encore là. Aujourd'hui, c'était la preuve que la majorité présidentielle est encore fidèle à son autorité morale. Et quand on parle de la corruption, on doit bémoliser aussi. Dans la mesure où ce dont on n'est pas à mesure de prouver, il faut le bémoliser un peu, dans la mesure où ceux qui font circuler beaucoup plus l'information par rapport à la corruption, c'est ceux qui ont perdu des G7 généralement, qui pensaient qu'avec leur basculabilité, ils pouvaient arriver à faire quelque chose, mais c'est... Alors justement, bienvenue Bakoumadi, tout de même, on a pensé, disons les choses telles qu'elles sont, que le G7 qui allait s'entourer, faire front, Moïse Katumbi, la dynamique, ça allait faire que quelques enveloppes allaient fonctionner, et puis à un moment donné, on va même grignoter au sein de la majorité, que ça allait donner une autre réalité. Tout ceci apparemment n'a pas fonctionné. Non, donc les mots d'ordre donnés à Kingakati, ça a marché. Non, Jean-Marie, aujourd'hui, les lignes ont effectivement bougé. C'est la leçon que je tire de ces élections au bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la majorité, la réalité de la majorité, c'est à peu près 275 députés. Ce n'est plus 300 et quelques. Ça, il faut pas se mettre dans, se lénifier, se soporiser en se disant qu'on a une majorité, alors qu'en réalité, il y a eu un nombre important de députés qui se sont déplacés. En deuxième lieu, la leçon que je tire également, la majorité, elle doit faire très attention. Et la démarche suicidaire, elle est toujours de mise. D'autant plus que la majorité est en train de vouloir biaiser le jeu institutionnel. Lorsqu'on est à l'Assemblée et qu'il y a des règles qui ont été établies, qu'on ne les respecte pas, à un moment donné, les autres vont se dire, ça ne sert à rien de poser des problèmes au sein de l'hémicycle, les temples de la démocratie.
Je pense que ça, c'est de la responsabilité du président Minakou. Lorsqu'il y a une pétition contre votre bureau, moi je pense que la moindre des choses, tu appliques les règlements, tu es rassuré par ta majorité, vous allez au vote, vous faites jouer les jeux démocratiques à fond. Même s'il y a des vices. Écoutez, quand... il y a quand même le règlement d'ordre intérieur, il y a la loi. Je ne comprends pas. S'il y a des vices, il faut aussi laisser passer les vices. Jean-Marie, je ne comprends pas que quelqu'un puisse apposer sa signature et quelques minutes après dire que je n'ai jamais apposé ma signature. Et même s'il y avait une seule personne à retirer sa signature, le seuil des 50 députés était toujours maintenu. Donc, il faut faire jouer ces jeux démocratiques institutionnels. Je le dis parce que moi, je ne vois pas les intérêts individuels. Moi, je vois les intérêts de la République. Il ne faut pas mettre le feu à la case. Et pour ne pas mettre le feu à la case, je le répète aujourd'hui, par exemple, les 17, mais les glissements viennent de commencer. Les glissements viennent de commencer. Ah oui, aujourd'hui, les glissements viennent de commencer. C'est-à-dire, explication sur le plan technique, les glissements viennent de commencer. Les 13 mois nécessaires, les 13 mois et 10 jours nécessaires pour organiser des bonnes élections, ben c'est à partir du 17 octobre que le compteur commence à marcher. C'est-à-dire, parce que ceux qui nous suivent doivent comprendre quand même. Vous dites Jean-Marie, pour avoir des bonnes élections, enrôler le nouveau majeur, tous les préalables, il nous faut 13 mois et 10 jours. C'est un calcul, si je me mets à expliquer, c'est trop long. Oui. C'est 13 mois et 10 jours. Et les 13 mois et 10 jours tombent effectivement aujourd'hui les 17. Alors justement, on a posé la thématique G7, CENI, opposition, y compris la majorité d'ailleurs. Est-ce que tout le monde ne prépare le glissement d'une manière insidieuse? Jean-Marie, lorsqu'on entend certaines choses qui, du côté de la centrale électorale, où le vice-président serait sur le point de démissionner, parce qu'il faut refaire le bureau aussi. Lorsqu'on a la polémique entre la centrale électorale et le gouvernement, le ministre Bahati, le ministre Bahati a encore 92 millions de dollars déjà décaissés. Décaissés des chiffres, et la CENI conteste. On est là en plein, et lorsque je dis, je le répète encore ici, que le glissement a commencé aujourd'hui, dites-vous que dans les jours à venir, il faut que la classe politique se prenne réellement en charge. Parce que nous allons explique à la population. Droit à un mur, d'un côté sur le plan du calendrier électoral, et de l'autre côté, il ne faut vraiment pas bouler la case. Alors, Willy Kalena, vous allez parler. Willy Kalena, dites-nous quand même. Parce que, après la démission de Malou Malou, aujourd'hui, on voit la société civile s'agiter sur nos plateaux, beaucoup de pasteurs qui viennent faire campagne, etc. Mais est-ce qu'ils sont conscients que, aussi longtemps qu'on n'a pas réformulé, on n'a pas recomposé le bureau de la CENI, rien ne peut se faire? Je ne pense pas que ce soit ça. Il faut lire l'ordonnance, pas l'ordonnance. Il faut, quand le président prend acte de la démission de Malou Malou, il demande à la plateforme. Il demande à la société civile et à la plateforme, surtout à la sous-plateforme thématique, de se réunir rapidement et de proposer un poste. Il ne faut pas oublier que la CENI, ça a été une construction qui a duré plus d'une année. Pour qu'on atteigne les Malou Malou, les André Pungwe, tout ce monde que vous voyez, les Omba, il a fallu plus d'une année pour qu'on y arrive. En ce qui concerne le poste du président de la CENI, ce poste est réservé au Nord Kivu, à la confession religieuse. Il faut que vous le sachiez. Nord Kivu. Nord Kivu, oui, c'est comme ça. Nord Kivu, confession religieuse. C'est là où viendra le prochain président de la CENI. Parce que tout est construit... Mais là, c'est une répartition de... Non, tout est construit sur... Vous savez, les négociations, progressivement, Malou n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Tout s'est construit progressivement avec des accords, avec des compensations à gauche et à droite. Et ils étaient arrivés à un équilibre au point que on savait que tel poste sera pourvu par telle sous-composante. Et je vous informe, et ça ce n'est pas à moi qui l'écris, ceux qui m'entendent le savent, le poste du président de la CENI est réservé au Nord Kivu. Ah mais justement, si on va dans votre raisonnement, vous allez garder la parole. Si nous allons dans votre raisonnement, le poste de président de la CENI est réservé au Nord Kivu à la sous-thématique confession religieuse. Confession religieuse. Donc, les Ngalassi, tout ce qui s'agit à... Non, les gens doivent connaître les règles du jeu. Il ne faut pas jouer au kickers alors que c'est le Scrabble. Donc, écoutez, il faut savoir ce que l'on veut. Hein, et généralement, nous perdons beaucoup de temps parce que... Donc, on va perdre du temps ou rien. On perd du temps, on ne maîtrise pas les règles du jeu. Nous sommes en